Tu crois décider librement? Pas vraiment. La plupart du temps, ce ne sont pas tes choix, c'est ton cerveau qui décide à ta place. Chaque jour, on prend des centaines de décisions. Certaines sont petites, comme choisir sa file dans un supermarché. D'autres sont énormes, comme choisir un job, investir son argent ou même choisir son partenaire de vie. Et devine quoi? Ton cerveau que tu crois si logique, si rationnel, est en réalité truffé de bugs. Des raccourcis mentaux qui te tremblent. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Aujourd'hui, je vais te raconter 5 situations inspirées de la vie réelle où tu vas voir comment ton propre cerveau adore te manipuler sans même que tu t'en rendes compte. Installe-toi bien car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta manière de prendre des décisions. Allez, c'est parti. 1963, à l'université de Yale, Maxime, la quarantaine, s'est porté volontaire pour une soi-disant étude sur la mémoire. Le voilà assis devant une étrange machine aux allures inquiétantes. Un générateur de choc électrique gradué de 15 à 450 volts, avec des indications allant de choc léger à danger choc puissant. Un expérimentateur en blouse blanche au regard rassuré lui explique la tâche. Dans la pièce à côté, un autre volontaire, l'élève, tentera de mémoriser des paires de mots. À chaque erreur de l'élève, Maxime devra envoyer une décharge électrique en augmentant l'intensité à chaque faute. Maxime déglutit, mal à l'aise, mais acquiesce. Après tout, c'est un scientifique qui lui demande. L'épreuve commence. À la première mauvaise réponse, Maxime appuie sur 15 volts. Il entend un sursaut de douleur étouffée derrière le mur. Puis 30 volts. 45 volts. L'élève se trompe de plus en plus et Maxime, la main moite, monte d'un cran à chaque fois sous l'injonction de l'expérimentateur. Continuez, s'il vous plaît. Bientôt des cris retentissent. À 120 volts, l'élève se plaint de souffrir du cœur. À 150 volts, il exige d'arrêter l'expérience. Maxime se tourne vers l'homme en blouse bouleversé. Je ne peux pas continuer, il veut arrêter. Le scientifique impassible. L'expérience exige que vous continuiez. La tension monte avec les volts. 200 volts. 250 volts. L'élève hurle de douleur, supplie. Maxime tremble. Docteur, ça va trop loin. Mais face à lui, l'autorité reste froide. Veuillez continuer. À 300 volts, le silence tombe. Plus aucun son derrière le mur. Il a peut-être perdu connaissance, ose Maxime, la voix cassée. Le protocole stipule de considérer l'absence de réponse comme une erreur. Continuez. Maxime en sueur appuie 315 volts, 330 volts. Il pose une dernière question, aucun répondant. 345 volts, 360 volts. Les étiquettes rouges danger choc sévère défilent. Maxime est au bord des larmes, mais sous l'insistance autoritaire, il va jusqu'au dernier bouton. 450 volts. L'expérimentateur arrête enfin l'expérience. Maxime découvre alors effaré que l'élève n'a reçu aucun choc réel. C'était un acteur. Et que l'objet de l'étude était son propre comportement d'obéissance. Cette histoire glaçante est l'exact déroulé de l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. Les résultats en 1963 étaient terrifiants. 65% des participants ont fait comme Maxime, ils ont administré la charge maximale de 450 volts à un parfait inconnu qui hurlait de douleur dans une autre pièce. Tout ça simplement parce qu'une figure d'autorité leur avait demandé de le faire. Et dans ce cas-là, c'était un scientifique en blouse blanche. Ce biais cognitif s'appelle le biais d'autorité et il nous pousse à obéir aux ordres d'une source perçue comme crédible ou supérieure. Là, c'est le cas justement de ce scientifique en blouse blanche, et même si ça va à l'encontre de notre propre morale. Milgram en a conclu que même des personnes ordinaires, sans méchanceté particulière, étaient capables d'administrer une charge mortelle à un parfait inconnu simplement par obéissance aveugle. C'est une révélation qui nous invite un petit peu à réfléchir. Jusqu'où serons-nous capables d'aller lorsqu'une voix d'autorité nous ordonne d'obéir? Et maintenant, passons au deuxième biais cognitif, l'effet de halo. Un matin de rentrée, M. Durand accueille ses nouveaux élèves. Parmi eux, Sophie, une fillette au grand sourire et en manière impeccable, lui fait immédiatement bonne impression. Durant les semaines qui suivent, chaque fois que Sophie fait une erreur, M. Durand la minimise. Ce n'est qu'un faux pas, elle est pourtant si brillante. A l'inverse, il se montre sévère envers Paul, arrivé en retard le premier jour, qu'il considère inconsciemment comme un élève à problème. Cette première impression colore tout le jugement du professeur.
Cette histoire, elle est un peu plus courte, elle s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo montre qu'une seule caractéristique, qu'elle soit positive ou négative, influence toute notre perception sur la personne. Et là, Monsieur Durand qui trouve Sophie très gentille, adorable dès le premier jour, il aura tendance à minimiser tous les faux pas qu'elle commettrait durant le semestre. Et inversement, pour Paul, qui arrivait malheureusement en retard le premier jour, il aura tendance à minimiser les bonnes actions qu'il fera par la suite et à amplifier les mauvaises actions ou les oublis ou ce genre de choses. Il y a même des études qui ont montré que certains professeurs jugeaient des enfants plus intelligents en se basant simplement sur leur apparence soignée. Et notre cerveau qui est piégé un petit peu par cette première impression veut juste voir ce qu'il veut bien voir. L'effet de halo ne s'applique pas uniquement dans ce cas-là, il s'applique dans plein d'autres cas, mais on peut aussi inverser dans cette situation. Par exemple, en tant qu'étudiant, on pourrait avoir l'effet de halo envers un professeur que l'on estime fiable et crédible, et si une fois il se trompe, on aura tendance à minimiser cette erreur ou bien à ne pas vérifier la fiabilité de ses sources. Et vous pouvez aussi avoir cet exemple avec les marques. Lorsqu'une marque vous a habitué à vous fournir des produits de bonne qualité, vous aurez tendance à associer tous les produits de la marque comme étant de bonne qualité, que ce soit les AirPods, que ce soit l'iPhone, que ce soit les divers produits complémentaires. Et maintenant, on va passer au troisième biais cognitif, le biais de rareté. Black Friday, 6h du matin, devant les grilles d'un magasin d'électroménager, une foule frémissante s'est amassée. Chacun a repéré les bonnes affaires du jour. Top départ, les portes s'ouvrent, la ruée commence. Anna court directement au rayon télévision pour rattraper le dernier exemplaire d'un écran Ultra HD à moins 50%. Hier, elle n'en avait pas besoin, mais là tout de suite, c'est devenu son Graal. Il n'en reste qu'un, il me le faut. Sauf qu'en face d'elle, un autre client pose la main sur l'objet convoité au même instant. « Lâchez ça, c'est le mien !» s'écrie Anna, le souffle coupé. Ils échangent des regards brûlants, chacun agrippé à la boîte. Autour d'eux, d'autres scènes similaires. Ici, on se bouscule pour la dernière console en promo. Là, on s'arrache un modèle d'exposition unique. Dans l'euphorie et le chaos, Anna parvient à garder sa TV. Elle passe en caisse, le cœur battant de triomphe, sans réaliser que sans l'affiche stock limité, elle n'aurait peut-être jamais eu autant envie de cet article. Ce comportement classique, c'est le biais de rareté. C'est qu'on attribue beaucoup plus de valeur à quelque chose qui est rare ou qui est perçu comme rare par rapport à un autre produit. Et là, le biais de rareté s'est encore plus accentué quand quelqu'un d'autre a voulu saisir le produit. Et là, Anna s'est dit qu'elle ne voulait absolument pas rater cette opportunité. Donc tout ce qui est annoncé comme dernier exemplaire, édition limitée, va créer un sentiment d'urgence, de désir en fait chez le consommateur. Et notre peur de manquer quelque chose, c'est ce qu'on appelle le concept de FOMO, Fear of Missing Out, va créer justement cet empressement un petit peu irrationnel d'acheter le produit en question. Et là, dans le cas de Anna, elle s'est empressée d'acheter un produit qu'elle n'avait pas forcément besoin le jour d'avant, simplement parce qu'il était en édition limitée et qu'il y avait des personnes qui souhaitaient également le prendre. Et ce biais de rareté, pas mal d'entreprises savent bien l'utiliser. C'est typiquement ce qu'on utilise dans les plateformes de réservation en ligne lorsqu'on veut réserver un hôtel. Vous allez avoir à un moment plus que 2 places disponibles. Et c'est pas forcément la réalité, mais les marketeurs savent qu'en vous créant ce sentiment d'urgence, on vous pousse à l'action sans même vous laisser le temps de réfléchir. Donc rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un objet est rare qu'il vous est forcément nécessaire. Et maintenant on passe au quatrième biais cognitif, le biais d'ancrage. Léa flâne dans une boutique de vêtements. Elle repère une veste en cuir qui lui plaît. L'étiquette annonce 150 €. Mais juste à côté, en caractère rouge, on peut lire au lieu de 300 €. Son cerveau s'emballe. Quelle affaire, à moitié prix! Sans même s'en rendre compte, Léa compare le montant non pas à son budget réel, mais à cette première référence de 300 €. Elle achète la veste, convaincue d'avoir fait une bonne affaire. Plus tard, en rangeant son achat, elle réalise que 150 € reste une somme élevée pour elle. Aurait-elle acheté cette même veste à 150 € sans voir l'étiquette 300 € barrée? Probablement pas. Léa a subi ce qu'on appelle un biais d'ancrage. La première information obtenue va agir comme un point de référence dans notre cerveau. Là, en l'occurrence, c'est les 300 € et du coup, les 150 € paraît beaucoup moins cher et ça donne l'impression que c'est une belle opportunité à saisir. Et ce biais d'ancrage est énormément utilisé parmi les marketeurs. Un exemple, c'est les garages. Les garages, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre une voiture extrêmement chère devant la vitrine. Pourquoi ? Pour que ce soit un point de référence lorsque vous allez voir la voiture. Ça veut dire que si vous voyez devant le garage une voiture à 220 000 €,
et qu'ensuite vous rentrez dans le garage et vous voyez d'autres voitures à 50 000 euros, ces voitures-là vous paraîtront beaucoup moins chères que si vous aviez vu devant la vitrine une voiture à 15 000 euros. Parce que ces 220 000 euros va agir comme un point de référence dans votre cerveau et du coup, toutes les autres voitures paraîtront beaucoup moins chères et ça va les aider à enclencher une vente. Tandis qu'inversement, une voiture à 15 000 euros, si vous vous en voyez une autre après à 50 000 euros, elle vous paraîtra beaucoup plus chère. Et ce biais cognitif, il est extrêmement utilisé dans le domaine publicitaire. Du coup, il est vraiment important que tu prennes ces biais cognitifs en considération quand tu vas prendre de grandes décisions dans ton parcours de vie. Et maintenant, on va aborder la dernière situation, le biais de réciprocité. Par une belle après-midi, Julie flâne dans la rue quand un inconnu souriant lui tend une petite fleur. Elle est pour vous, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Surprise, Julie accepte la rose. Quelques minutes plus tard, l'homme revient avec des brochures. Il collecte des dons pour une association caritative. Julie n'avait pas spécialement envie de donner, mais elle jette un regard à la fleur qu'elle tient toujours. Ce cadeau spontané la touche. Elle se sentirait coupable de repartir sans rien faire. Finalement, elle glisse un billet dans la main du bénévole avant de continuer son chemin. Et oui, en offrant cette fleur, l'inconnu a activé un puissant biais, c'est le biais de réciprocité. Tu me donnes quelque chose, donc je te donne en retour. Dans presque toutes les cultures, recevoir crée une dette implicite. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais lorsque vous recevez par exemple une lettre d'une association caritative, souvent ils vous offrent par exemple un calendrier qui est totalement gratuit. Et en fait là, ils vous poussent justement à augmenter la probabilité que vous allez faire un don pour cette association parce que vous allez avoir cette dette implicite qui restera dans votre inconscient. Et notre cerveau social n'aime pas recevoir sans donner en retour. Du coup, autant en être conscient la prochaine fois qu'on reçoit un cadeau inattendu. Voilà, on arrive au terme de ces 5 situations sur les biais cognitifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces biais cognitifs vous ont inspiré, vous ont plu et si vous souhaitez d'autres exemples de ce type. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!